Bonjour, aujourd'hui le sujet c'est le cœur et j'ai écrit un bouquin dessus qui s'appelle Le cœur humain, le cœur cosmique, avec donc mon site, et dessus vous trouverez plus d'informations sur le sujet. Et comment j'en suis arrivé là, c'est il y a à peu près 35 ans, et notamment une citation de Rudolf Steiner, et qui disait il y a 3 choses qui doivent se passer pour que il y ait une évolution de l'humanité de la meilleure des façons. Donc on peut se dire il doit y avoir beaucoup de choses, hein, mais les 3 choses qu'il a dites, c'est que numéro 1, les gens doivent arrêter de travailler pour l'argent. Et bien sûr, aucun d'entre nous ne travaille pour de l'argent ici. La deuxième, c'est que les gens pensent qu'il y ait une différence entre les nerfs moteurs et senseurs. Ça, c'est un petit peu obscur, donc je vais pas en parler. Et la troisième chose, c'est que les gens pensent que le cœur est une pompe. Bien sûr, tout le monde pense que le cœur est une pompe. Donc une des premières choses à faire, c'est comment on peut conceptualiser que le cœur n'est pas une pompe. Et donc, qu'est-ce que ça a à voir avec sauver l'humanité? Donc bien sûr, ça m'a pris un moment pour comprendre, pour décodifier ça. Quand vous étudiez Steiner, c'est comme si on vous donnait les réponses, sauf que vous ne connaissez pas les questions. Et comment on y arrive. Donc après 35 ans, d'essayer de comprendre pourquoi le cœur n'est pas une pompe, vous allez pouvoir voir pourquoi cela change absolument tout. Donc voilà ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc si vous allez sur mon site internet, vous allez voir deux articles. Un est par Ralph Marinelli, qui est un ingénieur en mécanique, et qui a écrit un article « Le cœur n'est pas une pompe ». Donc cela nous donne la vue d'un ingénieur en mécanique. Et donc ensuite il y a un autre article par un anesthésiologiste ou anesthésiste. Son nom c'est Branko First. Et donc il y a 2 personnes au moins aux États-Unis qui disent que le cœur n'est pas une pompe. C'est moi, et j'en parle aux gens normaux, et il y a Branko, qui est un anesthésiste et qui écrit des papiers super techniques. Et il a écrit un livre, Le cœur et la circulation, Heart and Circulation, qui décrit cela très en détail pour ceux qui sont intéressés et qui veulent se faire punir par la science. Donc si vous en avez le courage, vous pouvez le lire. Et le bouquin a été préfacé par le chef de service d'anesthésie cardiaque de la section médecine de l'université d'Harvard. Donc c'est pas un clampin, il s'y connaît au niveau du cœur, la physiologie. Et il dit Branko est correct, le cœur ne peut être une pompe. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas traiter les arrêts cardiaques mieux qu'il y a même 50 ans. Et je dis ça, je peux me tromper, je me suis déjà trompé dans ma vie. Donc ici je peux me tromper, mais si je me trompe, je ne serai pas le seul. Donc si on regarde cela, voici mon schéma hyper technologique. Donc essayez d'imaginer ça avec moi. Donc on a le cœur. Ensuite tu as les artères qui partent du cœur et qui vont donc jusqu'aux capillaires, des capillaires. Et ensuite ils reviennent par le système vénal et ramènent le sang vers le cœur. Et j'ai fait une erreur dans le livre, car j'ai dit que la personne qui a dit que le cœur n'était pas une pompe originalement est William Harvey, qui est considéré comme le père de la cardiologie moderne. En fait, il ne l'a pas dit. Ce qu'il a dit, c'est que la circulation est un circuit. Cœur, artère, capillaire, les veines, retour au cœur. Je fais une petite note ésotérique. L'étymologie pour les artères, ça vient de Mars. Et l'étymologie de veine vient du mot Vénus. Donc le cœur est inséré entre Mars et Vénus. Voilà pour une petite pensée ésotérique qui peut vous faire réfléchir. Donc une fois que tu regardes cela donc, comme un circuit, il y a la première personne qui a dit que le cœur était une pompe. Vous connaissez certainement. Il s'appelait René Descartes, qui a déclaré maintenant on doit conceptualiser absolument tout ce qui se passe dans la vie comme une chose mécanique, comme les lois de la mécanique. Et qu'il n'y a aucun autre principe derrière
Et de nos jours, maintenant, on peut seulement parler de mécanique et de substances physiques. Et merci à Descartes, qui a dit que le cœur était une pompe mécanique. C'est tout ce qu'on retiendra de lui. Donc quand on prend cela et qu'on fait un schéma au niveau de la vélocité, donc de la vitesse d'arrivée du sang, il est au plus rapide juste avant d'entrer dans le cœur. Et c'est à peu près la même vitesse que le cœur que le sang qui sort du cœur. Donc le sang qui arrive dans le cœur arrive très vite. Il passe à travers les poumons et retourne au cœur. Et le sang qui sort du cœur, il sort aussi rapidement. Mais c'est pas le cœur qui accélère le mouvement du sang. Donc la première question à se poser, c'est que si cette partie qui n'accélère pas le cœur, alors comment il influence le sang pour faire cela? Donc quand on continue, on voit que le sang voyage de moins en moins vite, jusqu'à temps qu'il arrive aux tissus, aux cellules, donc aux capillaires. Il y a un autre fait, donc on sait qu'essentiellement c'est une grosse artère et une grosse veine. Donc imaginez une rivière, donc ça suit son cours, ça va dans des petits ruisseaux et ça s'ouvre sur une mare ou des marais. Donc on peut imaginer que ça ralentit et que ça ralentit jusqu'à arriver au marais pour s'arrêter. Car il doit débarquer l'oxygène et la nourriture, il faut lui laisser le temps. Et il doit repartir avec le gaz carbonique et les soi-disant déchets. Donc il peut pas à une super vitesse déverser tout ça et repartir. Et donc on a le phénomène inverse pour repartir. Tous les petits ruisseaux se rejoignent pour faire une veine. Et donc la compression de tout ce volume du marais jusqu'à un tube accélère le sang pour arriver jusqu'au cœur. Donc là c'est le plus rapide, ici ça s'arrête. Et il y a une autre chose qu'il faut réaliser, c'est que si vous mettez tous les capillaires bout à bout, on fera le tour de la Terre à peu près 3 fois. Et si on les met côte à côte, ils vont couvrir, ça recouvrirait un terrain de foot en entier. Donc on peut dire que le processus est très long dans la longueur. C'est comme si le cœur poussait tout ça autour de la Terre. Donc tu pousses un liquide quand même assez collant au travers de tout ce système, avec des trucs dedans comme les globules rouges et les plaquettes. Et ces cellules font à peu près le même diamètre que le capillaire. Et quand Marinelli a fait une analyse de la pression de la pompe, laissez-moi clarifier un truc, quand on dit le cœur est une pompe, on dit qu'il y a un phénomène de propulsion par pression. Donc en d'autres mots, la pression de la contraction des muscles du cœur génère assez de pression pour propulser ce fluide collant autour de la Terre 3 fois, avec plein de trucs flottants à l'intérieur. Et donc il a estimé la pression qu'il faudrait pour faire cela, dans un système classique de pompe. Et il a découvert qu'il fallait 10 000 fois plus de pression qu'un organe de 400-500 grammes très musclé pourrait produire pour pouvoir générer cette pression et pousser tous ces fluides et les propulser dans tout le corps. Alors comment cela se passe? Non seulement ça accélère pas le sang, mais le sang décélère et s'arrête. Et par un miracle qui sort d'on ne sait où, repart et remonte. Donc on pense que la force de pousser à l'arrivée dans le cœur fait arrêter le sang de l'autre côté. Et donc le fait repartir ensuite. C'est comme si tu partais en bus de San Francisco à New York et qu'au milieu tu t'arrêtais à Saint-Louis, mais c'est comme si à Saint-Louis il n'y avait pas de moteur dans le bus. Il s'arrête pour décharger des passagers. Et comment il va repartir s'il n'y a plus de moteur? Donc comment ça revient jusque vers le cœur? Est-ce que tout fermier ou toute personne qui a besoin de pomper, de propulser quelque chose, mettrait la pompe dans les marais, là où le fluide s'est arrêté, pas en haut où c'est en mouvement, en plus là où le sang ralentit. T'as pas besoin de pompe à cet endroit-là. Est-ce que c'est clair?
Bon, malheureusement, ça s'empire. Donc c'est déjà faux comme cela, mais si en plus tu regardes la taille du tube arrivant dans le cœur, ici encore la théorie en sciences conventionnelles, cet organe de 400-500 grammes très musclé, hein, car certains endroits du cœur sont très musclés, hein, jusqu'à cette taille-là, donc très épais, mais d'autres parois cellulaires font simplement une ou deux cellules d'épaisseur. Donc, comme si tu pouvais facilement passer à travers avec ton doigt, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est que l'endroit opposé du flot d'arrivée du sang dans le cœur ne fait que une ou deux cellules d'épaisseur paroi. Donc personne ne créerait une pompe comme cela, quoi. Mais si tu regardes le tube sortant du ventricule gauche, l'arche aortique. Donc moi à l'école de médecine, j'étais assistant et un de mes boulots c'était de mettre de la couleur dans les cathéters. On injecte la couleur et on regarde où elle va. On la voit passer dans le cœur. Donc le ventricule gauche fait ce mouvement, la teinture et le sang sortent. Ça va en haut de l'arche, ça redescend vers le reste du corps. Donc il y a un endroit où ça monte jusqu'à la tête, l'artère subclavière. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde l'anatomie, donc on a cette espèce de pompe, ce qu'on appelle la pompe, qui pousse, le sang monte et redescend et remonte au cœur. Et la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit putain mais c'est un design horrible quoi. Donc, pourquoi tu ferais aller le sang en haut, ensuite en bas et encore en haut? C'est ridicule. Mais pas seulement ça, mais pendant la systole, qui est le maximum du pompage. Donc on a la relaxation, la pression. On contracte cette soi-disant pompe. L'arche aortique se plie vers l'intérieur au lieu de s'étendre vers l'extérieur. Donc je vais faire le parallèle. Tu prends un tuyau de jardin et tu le plies comme ça dans ton jardin. Et donc tu le fermes. Donc ça c'est la diastole. Et donc l'arche se trouve comme cela. Et là tu l'ouvres à fond. Et tu as intérêt que ça soit à fond hein, si tu veux propulser tout ce sang dans tout le corps. Enfin autour de la terre. Donc qu'est-ce qui se passerait sur ce tuyau s'il pouvait bouger? Ah bah il se tendrait à fond quoi. C'est ce qui se devrait passer, mais vous savez ce qui se passe vraiment? L'arche, pendant la systole maximale, se plie encore plus. Et je me rappelle avoir posé la question au cardiologue de l'époque, pourquoi? Ça n'a pas de sens. Et il m'a juste répondu, parce que c'est comme ça. C'est juste pas possible de générer autant de pression afin de pousser ce fluide collant sans en augmenter sa vélocité à la sortie, puis ensuite arriver à pression zéro, et de quelque part d'arriver à ce que cette pression originale retourne à l'origine pour faire remonter, et c'est ça qui auto-générerait le mouvement. Donc, tu pompes super fort, le tube flexique se replie encore plus, comme s'il y avait de la suction, et on appelle ça une pompe. Donc moi je me suis posé la question, est-ce vraiment vrai? À la position en me disant, mais c'est pas possible que les gens croient que c'est ça, quoi. C'est complètement fou. Bon, il y a d'autres choses, mais je crois qu'on a que 40 minutes, donc j'ai pas le temps d'aller dans cette direction. Mais voilà le résumé en gros de pourquoi le cœur ne peut pas être une pompe. Donc tout le monde devrait savoir, donc au niveau de la pompe, et moi quand je parle de pompe, je veux dire la raison pour laquelle le sang bouge. Qu'est-ce qui fait bouger le sang dans notre corps et dans tout autre système vivant doit se trouver ici, où le sang s'arrête. Tu n'as pas besoin d'une pompe quand le sang est en train de bouger plus vite. Donc l'autre question, c'est qu'est-ce qui fait circuler le sang et qu'est-ce qui fait que fait le cœur ici? Qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Il doit avoir une fonction, ça c'est certain. Donc quelle est la fonction du cœur par rapport à la circulation du sang? Donc commençons par qu'est-ce qui fait circuler le sang. Donc ceux d'entre vous qui étaient là hier peuvent se rappeler que j'ai dit, on nous a dit qu'il y avait 3 phases dans la matière, solide, liquide et gazeux. Et maintenant on sait que l'eau a une 4e phase, et c'est seulement l'eau.
Donc, pour ceux qui veulent lire, allez voir Gérard Pollack. D'ailleurs, j'ai traduit dessus. Et donc le bouquin de Pollack, La quatrième phase de l'eau, traduit en français maintenant, où il prouve cela. Donc c'est comme une phase sous forme de gel qu'on ne reconnaît pas. Et moi je postule que toute l'eau de nos cellules est dans cette phase et que c'est un principe unificateur dans la médecine. Et pour ceux qui ne veulent pas me croire, essayez de réaliser qu'une machine, un IRM, mesure simplement si l'eau de tes cellules est structurée ou pas. Et si la structure s'est détériorée, elle va la reconnaître. Et sur l'écran, on dira, ouais, bah ça c'est une tumeur. Si tu as de l'arthrite dans ton bassin, c'est parce que tu as un gel qui protège. Et si ce gel se détériore, donc la structure perd sa structure, on le voit sur une IRM comme une mauvaise structuration de l'eau. Et cette structuration de l'eau qui est toujours chargée négativement et qui a une viscosité et un pH particulier, et ça on peut le prouver et le mesurer. Donc ça se forme toujours entre l'interaction entre l'eau et une surface hydrophilique. Donc si tu peux imaginer, tu mets un bécher d'eau et les protéines hydrophiliques, donc qui aiment l'eau, en forme de couche très fine contre cette eau. Donc il y aura une phase de gel négative électriquement qui va se former simplement à cause de l'interaction entre l'eau et toute forme de surface hydrophilique. Donc maintenant, si vous imaginez cette solution d'eau dans un bécher et que tu suspends dedans un tube hydrophilique, donc des protéines qui ont des affinités avec de l'eau, on va voir la formation de cette phase gel électronégative qui va se former donc à l'intérieur du tube. Et ça se passe tout le temps comme ça, on peut le mesurer. Gérard Pollack l'a fait. Donc comme cela attire les charges négatives, cela sépare donc les charges positives, qui elles se dissolvent au milieu du tube dans l'eau. Et donc les charges positives se repoussent entre elles, et donc ça génère un courant, un flux. Donc cela explique ce qu'on appelle la limite barométrique, et ce principe qui postule qu'une colonne d'eau, dans n'importe quelle colonne, ne peut pas monter plus haut que 33 feet, enfin 33 pieds, ça va faire 9 mètres. Parce qu'arrivé à cette hauteur-là, le poids de toute cette colonne se fait rappeler par la gravité, quoi. Et donc on ne peut pas aller plus haut. Et donc il ne peut pas avoir d'arbres plus haut que des arbres de 9 mètres. Entre parenthèses, Victor Schauberger parle de ça. Et donc c'est le problème de la science, ça c'est la théorie. Mais l'observation de n'importe quel être humain dit le contraire. Mais regarde, cet arbre là-bas, il fait 60 mètres. Et qu'est-ce qui se passe? La sève ne peut pas monter aussi haut, car là, c'est comme la colonne d'eau que je t'expliquais. La gravité va faire retomber quoi, sous le poids de la colonne. Donc si tu imagines que ce tube-là, tu le mets verticalement et que c'est un arbre, donc ce tube énorme de xylome, rempli d'eau, qui sépare automatiquement les charges, qui met les charges positives au milieu, et ces charges positives ne peuvent pas aller en direction de la Terre, elles se repoussent et montent, et elles iront aussi haut qu'elles ont besoin d'aller. Donc ce système t'explique comment un capillaire est un tube hydrophilique, avec aucune autre énergie que sa propre énergie, parce que je vais expliquer en plus après. Ça sépare les charges, ça crée un champ négatif, qui est une phase gel électronégative, et qui en plus protège le vaisseau, qui dissout les protons positifs dans le milieu du tube de l'eau. Donc elle se repousse et ça fait tourner. Et donc ça circule vers les plus petits vaisseaux de plus en plus petits. Donc on en revient des marées jusqu'au capillaire, comme je l'avais expliqué. Et ça va de plus en plus vite, en arrivant jusqu'au cœur. Et c'est comment le sang circule. Est-ce que c'est clair? C'est exactement comment ce système marche. Donc l'autre question, mais qu'est-ce que le cœur fait là? Le cœur arrête le sang. C'est évident. Et Rudolf Steiner a même dit que le cœur est comme un bélier hydraulique. Donc qu'est-ce qu'un bélier hydraulique? Donc dedans tu mets de l'eau qui arrive très vite, donc comme on a ici. Tu mets un barrage avec un petit compartiment qui peut contracter, s'étendre et contracter. Donc un compartiment avec des parties flexibles, et ce juste derrière le barrage. Donc l'eau arrive dedans,
étend le compartiment, le barrage, pas juste le compartiment, parce que le barrage est toujours au même endroit, fermé. Et donc tu crées une pression positive à l'arrivée, et donc une pression négative de l'autre côté, donc la succion, comme un vacuum. Et donc quand tu as la différentielle de pression qui est trop grande, le barrage s'ouvre, l'arche aortique est contractée par la succion de la pression négative. Donc ça entraîne que les vaisseaux sont en alignement direct avec le cerveau. Donc du coup là ça explique parfaitement pourquoi c'est comme ça, parce que ça envoie directement au cerveau. C'est une structure parfaitement designée. Grâce à cet effet de succion, donc le sang arrive, on repousse les murs, enfin les parois, ouvre la porte, et il y a une contraction passive du ventricule gauche qui permet au sang d'être expulsé sans avoir besoin d'énergie. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc ça devient encore plus intéressant, car si on décortique ce qui se passe à l'intérieur du ventricule gauche, on observe un arrêt du sang, et cela crée un vortex à l'intérieur du ventricule gauche. Et ça a été décrit déjà par Leonardo da Vinci. Il n'était pas supposé de disséquer des cadavres humains, mais il l'a fait. Il a fait un plâtre de l'intérieur du cœur humain, et il y a fait passer de l'eau et des graines dedans. Et il a pu voir que le sang vortexait à l'intérieur du cœur. Et ça, c'est la formation de la vie, à l'intérieur du ventricule gauche. Maintenant, si vous lisez les soufis, ils disent bien qu'il y a un moment où le sang s'arrête, et c'est à ce moment-là que Dieu entre dans l'être vivant. Donc voilà ce qui se passe. Le sang entre dans le cœur, et il circule grâce à cette propriété spécifique de l'eau au gel. Et même si vous allez voir, si vous lisez les textes de médecine chinoise, tous ces textes anciens, et que tu leur demandes pourquoi le sang circule, et ils disent tous de par la force vitale présente dans l'eau. Donc c'est cette force vitale de l'eau, je vais décrire cela tout de suite, fait bouger le sang, il arrive au cœur, le cœur arrête le sang, il y a un vortex interne qui se crée. C'est toujours cette pattern, ce schéma que la nature utilise, ce vortex, pour amener un champ énergétique dans la structure et le monde physique. Donc cela structure le sang. Ce sang est donc un agent de l'esprit. C'est dur de le décrire autrement. Et donc le sang est distribué au reste du corps. C'est tellement extraordinaire, c'est qu'on retrouve ces vortex du cœur. Il y en a environ une cinquantaine, et ils sont tous attachés aux différents organes du corps. Donc un des vortex du cœur est attaché à la rate, et donc il a cette conscience d'envoyer les globules rouges qui sont plus bons vers la rate pour être éliminés. Un autre vortex à l'intérieur du cœur. Si tu t'es coupé par exemple à la jambe, cela va dissoudre les fibres de collagène de ton cœur, y mettre dans ce vortex et y envoyer où tu t'es coupé sur la jambe pour réparer. Donc le cœur est comme le maître orchestre de tous ces agencements du corps. C'est l'énergie du monde qui rentre dedans et qui crée une structuration dans le monde physique, et cela engendre la vie. Ça, je peux pas l'exprimer tellement c'est aussi profond. Ça change une autre chose, c'est que ça change complètement notre conception de la maladie. Donc on connaît par exemple cette maladie d'hypertension. Et pourquoi tu as de l'hypertension? On ne sait pas. Mais si on réfléchit à cela par ce nouveau modèle, tu as le sang qui circule grâce à cette propriété de l'eau, de se structurer correctement, ou d'une certaine façon. Donc tant que tu as un mouvement correct, robuste, tu es en santé, le sang circule tranquille dans tout ton corps. Mais si d'une façon cela s'affaiblit, alors tu as un flux beaucoup plus faible. Et moi je me suis posé la question, et ça a tout changé. Ça a changé la façon de comment je vois le monde.
comment je vois la médecine. Si j'avais un flux faible, qu'est-ce que je ferais pour augmenter ce flux? La première réponse, c'est de diminuer le diamètre des vaisseaux. Ça augmenterait la pression. C'est ce qu'on appelle l'hypertension. C'est pas une maladie. C'est un mécanisme de régulation. Aucune de ce que les médecins appellent une maladie n'est une maladie, c'est des compensations de structure. C'est la meilleure stratégie et réponse que le corps peut avoir en cas de problème. Si tu réussis pas à réguler le flow, donc si tu régules pas correctement le flux, la sagesse de ton corps, c'est de juste réduire le diamètre du tube pour améliorer la pression. Est-ce que ça entraîne des problèmes? Bah ouais, bien sûr. Mais c'est mieux que pas avoir de flux du tout. Donc maintenant on va avoir un autre problème, c'est là que le fun commence, car ça me permet d'emmerder les gens bien, et j'adore faire ça. Et comment vous augmentez le flux? Qui est la même question de comment tu structures cette eau dans le sang, car c'est ce qui crée le flux. Maintenant vous savez tout cela. Et la même énergie crée cette structure de l'eau dans vos cellules, et si cela est déformé, ton corps va devoir créer une fièvre pour créer la morve qui va se débarrasser de ce fluide déformé, ce gel déformé. Donc si tu as un gel déformé dans ton bassin, on va appeler ça de l'arthrite. Donc comment cela se passe? On le voit ici, c'est un super système que Gerard Pollack a fait dans ses expériences justement pour explorer ceci. Parce qu'on peut mesurer le flux comme ça. Le plus fort le flux, le plus fort le gel, le mieux formé il est. Plus la quatrième phase de l'eau est structurée, plus tu vas être en santé. On peut mesurer le pH et plein d'autres choses. Donc tu mets cela dans une boîte en plomb, le flux s'arrête. Tu l'enlèves de la boîte de plomb et tu mets de la lumière, le flux repart. Car c'est le soleil qui est l'énergie ambiante, la source, et qui est utilisée par l'eau. C'est absorbé dans l'eau, cette quatrième phase de l'eau, pour créer cette phase de gel de l'eau. Donc tu peux mettre ce système sur la Terre et ça va aussi augmenter le flux. Donc là on a la connexion du champ électromagnétique terrestre qui est absorbé par l'eau, qui augmente la structuration de l'eau et donc le flux, la santé, l'énergie. Tu peux même mettre tes mains sur le bécher. Nous aussi avons un champ électromagnétique qui passe aussi par nos mains. C'est ce qui est passé depuis les millénaires, la guérison par les mains. Pourquoi le toucher a autant d'importance quand on est bien, quand on est avec des gens? Cela va augmenter le flux aussi. Tu peux mettre ton chien à côté de ce dispositif, la plupart des chiens, ça va augmenter le flux. C'est là que le fun arrive. Tu sais ce qui se passe quand tu mets ton téléphone portable à côté de ce système. Donc le champ électromagnétique non natif, donc les radiations non naturelles. Et là on parle bien de radiation, d'irradiation. Cela arrête immédiatement le flow du système. Ça arrête le flux, ça déstructure l'eau. Donc dès que tu as un appareil sans fil à côté, donc tu l'as sur toi, dans ton poignet, contre ton oreille. Chaque fois, tu déstructures l'eau dans ton corps. Tu déstructures, tu crées du poison. Donc cela empoisonne l'intégrité même du fondement de la vie. Et qu'est-ce que je veux dire par la fondation de la vie? C'est là qu'on arrive vers les choses très intéressantes. Car à l'école de médecine, on vous enseigne qu'un être humain, c'est seulement physique. Et pourtant, quand tu regardes au fondement même de cette physique, tu prends un atome. Donc ici, par exemple, dans le noyau. Et tout au bout de la salle, il y a un électron qui tourne quelque part. Donc il y a quoi entre les deux là? Rien? 99% de ton atome, c'est juste de l'espace? Et ça, c'est sans mentionner le fait que les atomes existent sous deux formes. Comme particules, qui est 9,99% d'espace, ou comme une onde, où là, il n'y a aucune particule. Donc là, ma question, c'est comment 99,9% de l'espace fait que je ne peux pas passer mon doigt à travers ma jambe? C'est juste de l'espace. Donc on est bien dans le monde physique. C'est juste de l'espace. Mais personne ne sait. Donc moi je trouve cette question très intéressante. Tu as une autre façon de voir les choses.
Si tu prends une carotte, donc quelque chose de vivant, que tu dis c'est fait de quoi, tu poses la question à un scientifique. Et un de mes dictons préférés, c'est le problème qu'il y a avec la science, bah, c'est pas trop scientifique. Donc si tu demandes à un scientifique une carotte c'est fait de quoi, il va te dire c'est fait avec des atomes, 20 millions d'atomes de soufre, autant de millions d'atomes d'hydrogène, de carbone. Donc si tu vas voir un chimiste et que tu prends un sac de chacun de ces atomes, tu les mets sur la table, donc tu as un tas d'atomes. Est-ce que ça c'est la carotte? Quelqu'un dans la salle pense que c'est une carotte? Bah, personne, parce que c'est stupide. Personne pense que c'est une carotte à part ton docteur. Car le docteur pense que c'est simplement fait de particules physiques. Même si 99,99999% de ça c'est de l'espace. Ouais, entre parenthèses, comme quoi la connerie humaine c'est bien de la connerie scientifique. Donc plus de 99% de tes molécules de ton corps c'est de l'eau. C'est même plus que le concombre qui est 96%. Donc qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque sur le tas d'atomes? C'est pas en vie. Ton tas il a pas de vie. Comment tu lui donnes la vie? Donc voilà, une autre chose intéressante, c'est que toute chose est soumise à deux forces, la gravité et l'entropie. Si tu prends un truc, une chose, ça va tomber. Mais si tu le laisses là 1000 ans, ça va retourner à la poussière. Donc là, tu as ta gravité, ensuite ton entropie. Et toi, tu vas faire pareil. Tu vas retourner à la poussière. Mais la vie ne suit pas ces principes. Une carotte ou un arbre crée la forme. Donc qu'est-ce qui manque du tas ou de la chose, des trucs? C'est la forme qui la transforme en carotte ou en arbre. Et comment tu crées la forme? Bah, tu prends un champ électromagnétique du cosmos, de la Terre, de Jupiter, du Soleil, de tout ce que tu veux, de la Lune, et avec ça, tu énergises, tu mets en lumière l'eau. L'eau prend les choses, les atomes, l'amène dans un état de lévité, opposé à gravité, et quelque chose qui n'a même pas de mot, c'est la négantropie, les forces négantropiques. Et cela crée la forme et la vie, à partir de trucs, grâce à l'eau, qui absorbe ces différents champs électromagnétiques de l'univers, en créant des formes de vie. Et ce qui est la chose la plus importante de chaque être vivant, c'est là que se passe l'action, le verbe. Comment tu interfères ou tu aides ces différentes forces de vie. Quelle heure? Ouais, il reste 13 minutes. Ouais, mais là c'est fini pour cette traduction. Il y a Erwin Schrödinger, un physicien qui a écrit un livre, Qu'est-ce que la vie? Il a dit que la vie c'était la lévité et la négantropie. Ces forces qui, grâce à l'eau, l'eau prend ces substances, utilisant les champs électromagnétiques du cosmos pour faire des formes vivantes. C'est le principe qui fait que le sang circule, que ça va protéger ton bassin, qui va créer les champs énergétiques autour des cellules, qui vont leur permettre de s'autogérer, de garder leur distance, pour qu'elles ne se transforment pas en cancer. Moi j'ai écrit un livre entier sur comment les forces anormales dans les cellules actuellement sont responsables des cellules cancéreuses. Donc voilà, si vous voulez lire mon bouquin sur ce sujet. Mais ici on n'a plus de temps. Donc voilà, une nouvelle façon de regarder pour la médecine et la vie en général, et je pense que vous pouvez clairement voir le point de vue de Steiner sur le fait que le cœur n'est pas une pompe. Ça vous amène une conception complètement différente de ce qu'un être vivant peut être, ou puisse être, c'est ce qu'est le rôle du cœur. Et cela donc, explique le concept de maladie, entre guillemets, qui ne sont que des mesures de compensation